Aujourd'hui, on va parler de la décennie qui se termine et de celle qui commence. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. Bonjour tout le monde et encore une fois, excellente année 2020. Cette fois-ci, je suis vraiment dans 2020 avec vous. C'est une nouvelle décennie qui commence, de nouveaux challenges, de nouvelles perspectives. Tu peux laisser le passé en arrière et entrer courageusement dans cette nouvelle décennie. Dieu a encore plein de bonnes choses pour nous. Jésus n'est pas encore revenu, mais cherchons son retour, attendons son retour et entre-temps, vivons de bonnes choses sur la terre dans sa présence et dans la gloire de Dieu et pour sa gloire. Excellente année 2020. Yeah! Les news du pasteur. J'ai des news. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné de news. Alors, quelques news. Tout d'abord, mon épouse, ma très chère épouse, doit accoucher. Elle était censée accoucher hier, mais la petite fille ne veut pas venir apparemment. Elle est très bien dans le ventre, elle est confortable. Et j'ai dit tout à l'heure sur Twitter que je crois qu'elle est comme moi, elle réalise que ce monde est un peu nul. Elle trouve qu'il n'y a pas trop de choses intéressantes. Alors elle veut rester. Mais voilà, dans les prochains jours, j'aurai un nouveau bébé. Yeah! Une petite fille, une petite princesse. Et ma famille et surtout les amis de l'église, ça fait des mois qu'ils sont en train d'essayer de deviner le prénom. On leur a seulement dit que c'était dans la Bible plus ou moins et que ça commençait par un E. Alors c'est parti dans tous les sens, du n'importe quoi. Personne n'a deviné, personne ne va deviner. Mais elle arrivera bientôt et je vous en parlerai. Ah, ça fait plaisir, la princesse. Ouais, est-ce que c'est tout? Oui, non, une autre nouvelle, super nouvelle. J'ai commencé à écrire un nouveau bouquin. Au début de ce podcast, je vous avais annoncé que j'avais écrit un bouquin. Encore une fois, désolé, I'm gonna go in the dark place. On va aller un peu dans l'émotion, dans les... Hein? Ok. Je vous avais annoncé au début de ce podcast que j'avais écrit un bouquin. Le truc, c'est que ce bouquin m'avait été inspiré par mon père, par la situation qu'il traversait. Et malheureusement, il était décédé avant d'avoir lu le bouquin. Et après ça, j'ai eu une sorte de blocage, je sais pas, j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à me concentrer sur ce genre de choses et c'était bizarre. Mais, étrangement, la semaine passée, je suis passé par une phase encore assez bizarre, mais de ça, on est sorti une pêche, une niaque, une motivation encore pour écrire. J'ai commencé encore une de mes fameuses études bibliques avec plein de versets. Et à partir de ça, je vais créer un nouveau plan de lecture biblique sur un thème super intéressant et je vous en dirai plus. Le truc avec les livres, c'est que, ok, d'accord, maintenant j'ai un manuscrit. Je vous avoue que je ne sais pas exactement quoi en faire. Je sais qu'il faut faire une sorte d'édition, de montage. Je ne sais même pas quoi faire en fait. Et je ne sais pas ce que je dois faire pour la suite et pour les vendre et tout. Je ne sais pas. Quelqu'un peut m'aider? Si vous voulez m'aider à rendre mon livre, c'est un tout petit livre public. Aidez-moi, écrivez-moi. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est des tout petits livres. Et le livre que je suis en train d'écrire maintenant, c'est la suite de l'autre. En fait, c'est des chapitres du même méga livre que je suis en train d'écrire. Et ouais, c'est le pasteur Tito Literary Universe. Voilà, c'est une blague pour les nerds. Voilà, bye. La suite, le dossier du pasteur. Le dossier du pasteur. Aujourd'hui, j'aimerais juste faire une rétrospective. Oh, le mot était compliqué. Une rétrospective de la décennie qui vient de se terminer. Quoique, techniquement, la prochaine décennie commence en 2001 parce qu'on commence à compter à 1 et pas à 0 parce que, voilà, on est normaux. Mais bon, allez, c'est plus mignon de dire que maintenant, on commence une nouvelle décennie. Et voilà, j'aimerais faire une rétrospective de la décennie 2010 et une introspective. Parler des perspectives 2020. De la décennie qui commence, de faire un peu de projection, ok. Tout d'abord, je vais vous avertir, je n'ai pas étudié pour faire ça, je n'ai même rien lu, j'ai quasiment rien préparé. Même mon ami Wikipédia, je l'ai laissé tranquille, parce que je n'avais pas vraiment le temps, j'ai un bébé qui arrive, et puis, en réalité, c'est un gros dossier, c'est beaucoup de sujets. Donc parfois, je me dis, soit je le fais à fond, soit je ne le fais pas du tout. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais rien préparer du tout. Non, c'est pas que je vais rien préparer, je vais pas prendre de temps pour faire de la recherche. C'est beaucoup d'idées que j'avais dans ma tête que j'ai placées sur la feuille, quoique je n'utilise plus de papier depuis au moins 15 ans, mais voilà. Oui, c'est ce que je voulais vous dire pour vous préparer. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter mes idées, vous pouvez passer. Mais je vous promets que ce sera intéressant. Je vous promets même pas, je vous jure que ce sera intéressant. Rétrospective 2010 et anticipation, projection pour 2020.
Ok, je vais commencer par la rétrospective, bien entendu. Donc, oui, je répète encore, c'est juste mes idées, c'est juste mes propres élucubrations. Il y a beaucoup de trucs qui sont très factuels. J'ai quand même lu quelques articles, genre des articles de Times Magazine sur oui, les années 2010, quelques articles de journaux technologiques que j'ai lus pour mon propre plaisir. D'ailleurs, c'est ça qui m'a inspiré à faire ce podcast, cet épisode sur ce thème. En fait, pour tout vous dire, au début, je voulais vraiment faire un podcast, juste un épisode où j'allais rager pendant 1 heure sans préparation. Mais c'est pas ça que je vais faire pour vous. Ça pourrait être marrant, mais je sais que si je fais ça, je vais dire que des bêtises. Et puis on va encore me gronder. Je sais pas. Non. Soit. Allons-y. Oh. Pourquoi vous me distrayez comme ça avec vos histoires? Soyez concentrés. Dites. Ok, je vais d'abord parler de 2 auteurs. Premier auteur, c'est Orwell. Et je sais pas pourquoi soudainement son prénom a juste disparu. Et le premier prénom auquel j'ai pensé, c'est Gustavo. Je sais pas pourquoi. Je me dis, mais comment s'appelle Orwell? Gustavo Orwell. Non, ça n'a rien à voir. Il s'appelle George Orwell. Celui qui a écrit 1984, le livre, le roman qui parle de ce futur dystopien dans lequel la société est tombée sous le contrôle d'un certain Big Brother, une société dans laquelle on nous surveille, etc., etc. L'autre auteur dont je voudrais parler s'appelle Aldous Huxley. Okay. Aldous Huxley, Huxley, qui est moins connu. Et il a écrit une nouvelle qui s'appelle Brave New World, un monde courageux et nouveau, je sais pas. Il y a quelques années, j'allais dire que j'avais lu un article, mais ce serait mentir. J'ai lu une BD, d'accord? Une petite BD qui comparait les deux. J'ai pas lu Huxley, j'ai lu des trucs sur Huxley, mais j'ai jamais lu son histoire parce que, voilà, non, j'ai pas envie. Et en gros, Orwell... Ah oui, et le livre de Huxley parle aussi d'un futur dystopien, mais différent de celui d'Orwell. Et on a souvent mis Orwell en avant, on a souvent pensé que Orwell serait le futur dans lequel on irait, mais de plus en plus, on voit que le futur qu'avait prédit Huxley est en train de se réaliser aussi. En gros, parmi les choses que Orwell dit, c'est qu'on va nous contrôler par la douleur. On vivra dans une société totalitaire, dictatoriale. Le gouvernement va contrôler tous nos gestes. Et au cas où on sort des lignes qui sont tracées pour nous, directement, c'est prison, torture, etc. Comprenez que 1984 a été écrit après la Deuxième Guerre mondiale, après toutes les histoires des goulags russes, la guerre froide, dans ce contexte-là. Donc, la vision que Orwell avait était une vision très affectée par cette période-là. Donc, Orwell disait qu'on va nous diriger, on va nous contrôler par la peine, par la douleur qu'on va nous infliger par le gouvernement. Huxley, au contraire, lui, il avait prédit qu'on allait nous diriger par le plaisir. On allait nous donner tellement de plaisir que on allait perdre notre concentration, on n'aurait plus envie de se rebeller en fait, on aurait perdu tout désir de manifester, tout désir de voir la justice se prendre place, tout désir de faire changer les choses, tellement on serait inondé de plaisir. Et par rapport à ça, dans notre Europe, ici en Occident, c'est vraiment le plaisir qui a gagné. On est dans une civilisation totalement hédoniste. Et les dernières 10 ans, la dernière décennie nous a fait plonger à fond dans l'hédonisme. Je vais revenir là-dessus. Mais quoique, il y a aussi de la douleur. Hein. En tant que criminologue, je dis souvent ça, en tant que criminologue, c'est tellement pompeux. Je suis criminologue, j'ai étudié dur pour y arriver, alors je peux le dire, laisse-moi tranquille. En tant que criminologue, j'ai pas mal étudié ce qu'on appelait l'extension du filet pénal. C'est qu'en fait, si on regarde bien, de plus en plus d'actes qui avant n'étaient pas des crimes, de plus en plus d'actes qui ne relevaient pas du tout du pénal, sont devenus des crimes. Et même certains actes qui avant, ça relevait du pénal, genre un petit crime, un petit vol, t'allais faire ton petit vol, voler un pain, voler un sac, t'allais arriver devant le juge et le juge allait te dire, écoutez, c'est votre premier crime, votre premier vol, rentrez chez vous, ne le faites plus, d'accord? Oui, monsieur, au revoir. Or, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va te mettre un bracelet électronique. Et en fait, on ne met pas le bracelet électronique sur des gens qu'on allait normalement mettre en prison. On met le bracelet électronique sur des gens qui normalement n'allaient pas aller en prison. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont criminalisés. Et aussi toutes sortes de comportements, ça peut être des trucs en rapport avec l'environnement, ça peut être des trucs en rapport avec les réseaux sociaux, etc. Même tout ce qui est conduite, c'est devenu de plus en plus réglementé. Et donc, il y a une extension du filet pénal. Donc, filet pénal qui parle
pénal parle de peine. Donc, en fait, Orwell et Huxley là-dessus ont raison. Un autre aspect sur lequel ils étaient en opposition, c'est que Orwell dit que on va essayer de nous cacher l'info. On va essayer de masquer toutes les informations. On vivra dans une civilisation qui est totalement isolée par rapport à ce qui se passe dans le monde du dehors. Et à cause de ça, on va devenir bête et incapable de développer des raisonnements. Et ce qui nous empêchera encore une fois de nous rebeller et d'essayer de changer les choses. Huxley, lui, il dit qu'on va nous noyer sous l'info. Tellement d'émissions, hein, tellement de programmes télévisuels, tellement de médias qu'il sera impossible en fait de discerner ce qui est bon, ce qui est intéressant et de ce qui est bête. Et encore une fois, j'ai l'impression que Huxley a plus gagné. Que oui, maintenant on est vraiment dans une société où on produit tellement de contenu que c'est quasiment impossible de trouver les informations pertinentes, de filtrer ça dans la masse d'informations qu'on reçoit tous les jours. Mais Orwell a aussi raison. Tout d'abord, effectivement, il y a des informations qu'on veut nous cacher. Toute l'affaire de Edward Snowden, ce whistleblower, cet ancien agent de la CIA qui a avoué à quel point on nous surveillait par le gouvernement, etc. Et toute l'affaire Wikileaks aussi, de Assange, je ne sais plus c'est quoi son prénom, Assange, cet homme qui avait il est toujours vivant même s'il est en train de mourir, mais il avait créé ce site qui donnait des informations par rapport au gouvernement et par rapport au gros complot qui se passe dans le monde. Et aussi tout le développement de la culture du complot, de la théorie du complot, bah oui, ça prouve qu'on nous cache de l'information. Donc encore une fois, Orwell et Huxley sont deux prophètes de notre génération. Il y a un autre point qui est super important chez Orwell. Et ça, quand je regarde mes jeunes parler, je regarde mes jeunes écrire, je pense systématiquement à Orwell. Dans 1984, les gens parlent une langue qui s'appelle la novlangue. C'est une nouvelle langue que le gouvernement a créée pour empêcher, avec des mots très limités en fait. Il y a un très petit nombre de mots dans cette langue. Et en fait, l'idée c'est que si tu as un vocabulaire limité, la qualité et le nombre d'idées que tu peux exprimer est limité. En gros, si tu n'as pas rébellion dans ta langue, comment est-ce que tu fais pour concevoir l'idée même de rébellion? Si tu n'as pas le mot critique dans ta langue, comment est-ce que tu fais pour concevoir même l'idée de critique? Et quand je vois maintenant comment les jeunes parlent, avec un vocabulaire extrêmement limité, avec des expressions qui ont souvent perdu totalement leur sens ou qui viennent de nulle part, avec une grammaire, une syntaxe, une orthographe, une conjugaison totalement pourrie, eh bien, clairement, ces jeunes-là sont limités dans le nombre d'idées qu'ils peuvent concevoir dans leur tête, qu'ils peuvent recevoir et qu'ils peuvent émettre. Et ça, c'est très dangereux. C'est ça, en fait, l'importance du langage et l'importance de nos amis les grammar nazis, les gens qui insistent tellement sur la grammaire, sur Internet, etc. Donc, faites attention. Quand vous laissez votre vocabulaire, votre langage diminuer de qualité, ce sont aussi vos idées qui diminuent de qualité. Tout ça pour dire, oui, je pense qu'on est clairement dans le monde, dans un mélange des mondes envisagé par Orwell et par Gustavo Orwell et par Señor Alejandro Huxley. Pourquoi je fais des choses comme ça, en fait? Ça me fait rire, hein. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Pourquoi changer les noms et puis maintenant ils deviennent latinos? Et dans ma tête, le problème, c'est que j'imagine déjà à quoi ils ressemblent avec des sombreros. C'est totalement raciste, hein. En plus, il y en a un, j'imagine avec un sombrero, l'autre, je l'imagine avec un costume de mariachi, et puis ils sont en train de faire un concours entre le banjo et la petite guitare et tout. Non, Alejandro, tu ne vas jamais gagner. Arrête! Ok, soyons concentrés. Donc, parlons de la rétrospective des années 2010. Je vais essayer d'y aller un peu vite parce que j'ai plein de notes, mais voilà. Le premier phénomène dont je voulais parler, c'est la reprise économique. Les années 2000 se sont terminées par le crash de 2008. C'était un des plus gros crashs boursiers qui ait jamais existé, en fait, depuis que la bourse est bourse. C'était presque aussi gros que le crash de 1929. Je me souviens, un peu après le crash, j'étais allé en Amérique et là, j'ai pu voir vraiment la dévastation. Comment les centres commerciaux étaient fermés, beaucoup de magasins ont fermé, etc. Et ça faisait même du mal à voir. On voit que le pays n'allait pas bien. Alors qu'en Europe,
j'ai pu voir en fait les conséquences parce que je fais partie de cette génération qui a été diplômée vers 2008-2009. Et en gros, on est arrivé sur le marché du travail et on nous a dit ouais, non, il n'y a pas de travail. On n'a pas besoin de vous, barrez-vous, bye bye. Voilà. Et ce qui fait qu'on est la première génération qui est plus pauvre que nos parents. Parce que il n'y avait juste pas de boulot, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien à faire. Et c'était horrible et on a viré les gens. Et ceux qui gardaient leur boulot étaient contents de le garder. Mais allez, vous allez être une équipe de 10, on va virer 6 personnes et puis on va regarder les 4 et on vous dit écoutez, bah, on attend ce que vous fassiez le même boulot quand vous étiez 10, d'accord? Ok? Bye bye. Horrible. Mais entre-temps, il y a une grosse reprise économique. Et là, bah, l'économie marche bien. Hein, marche bien. Notamment grâce aux entreprises de technologie, toutes sortes d'innovations, de nouveaux marchés qui ont été créés. Donc par rapport à ça, c'est cool d'être dans une période comme ça, hein, où on n'a pas cette lourdeur qu'il y avait au début des années 2000. Autant à la fin des années 2000. Autant le début des années 2000 avait été marqué par le 11 septembre, et il y avait cette lourdeur allez, dans le cœur à cause de la sécurité, l'insécurité, etc. Autant la fin des années 2000 a été marquée par cette crise économique. Dans les 2010, on a aussi eu quelques petits problèmes. Hein. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la Belgique, on a fait je ne sais pas combien de temps sans gouvernement, encore une fois. On a nos petits problèmes, mais je pense que c'est moindre que ce qu'il y a eu vers les années 2008. Par contre, à la fin des années à l'époque de ce crash-là, hein, tous les banquiers, toutes les grosses institutions, toutes les grosses sociétés qui nous avaient roulé, là, qui avaient fait des petits trucs louches, ils sont toujours là. Hein. 10 ans après, ils sont toujours là, ils vont très bien. On les a aidés, eux vont très bien. Et nous, encore une fois, c'est le genre de choses qui me font perdre foi dans ce monde. Enfin, perdre foi, j'ai pas de foi dans ce monde, mais qui font que je n'ai pas du tout la foi dans ce monde. Avançons. Un truc qui s'est passé cette décennie, c'est que les rap, est devenu le premier style de musique. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, pendant longtemps, ma mère a cru que le rap était un style de danse. Et quand je dis pendant longtemps, c'est peut-être juste que il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Elle vient de loin, hein, et c'est une mamie, mais voilà. Soit, le rap est devenu le premier style de musique en termes de vente, etc. C'est très intéressant. J'aurais jamais cru voir ça, mais ouais. Le rock a toujours été le truc, hein. Mais le rap est devenu le premier style de musique. Bon, entre-temps, il faut dire que musicalement aussi, le rap a évolué. Hein. Une question qu'on se pose d'ailleurs actuellement par certaines personnes, c'est est-ce que le rap d'aujourd'hui est toujours du hip-hop? Est-ce que le rap fait toujours partie de la culture hip-hop? Est-ce que la trap, c'est du hip-hop? Je m'en fous un peu de cette question. Voilà, je m'en fous. C'est une question intéressante, mais je m'en fous. Parce que je m'en fous du hip-hop, je m'en fous de la trap. Ce qui est intéressant par rapport au fait que le rap soit maintenant le premier style de musique, c'est que d'un côté, ça a mis en avant la culture noire, la culture noire, américaine, et noire de manière générale. C'est que maintenant, on n'est plus une sous-culture, on est plus dans l'underground. Hein. Maintenant, c'est une culture qui est à l'avant. D'ailleurs, c'est pas seulement le rap, parce qu'il y a aussi le style afro, ce qu'on appelle maintenant afrobeat, mais qui n'est pas de l'afrobeat. Le style afro, de manière générale, qui a commencé au Nigeria et qui s'est étendu un peu partout, qui a aussi pris cette grosse ampleur. Allez, l'homme noir est passé à l'avant de la scène. Et aussi, si je pense maintenant aux années 2010, ça a été aussi marqué par Barack Obama, qui a été président en 2008, et qui a été... Ce que je dis toujours, c'est que j'ai grandi dans les années 80, les années 90, sans voir un homme noir en costume parler bien et être respecté à la télé. Il y en avait de temps en temps. Il y avait Kofi Annan, mais on le voyait rarement. Et puis Kofi Annan, c'est comme Morgan Freeman. C'est comme un papy, comme ça. C'est pas... Ouais, soit. Mais Barack Obama, c'était un homme noir en costume, correct, qui s'exprimait bien, qui était aussi cool, et qu'on voyait tous les jours à la télé. Et ça, pour moi, ça a changé toute la donne. Parce que, bon, moi, j'avais mon père, hein, qui est cet homme que je voyais, qui était en costume, qui s'exprimait bien tous les jours, mais beaucoup de gens n'ont pas eu ça. Et je pense que Barack Obama a été cette personne qui a inspiré toute une nouvelle génération de Noirs à être corrects. Je suis encore sur le rap, mais allez, alors que je parle d'Obama, je pense au fait que la culture geek a vraiment pris de l'essor aussi, et notamment la culture black geek. Pourquoi Obama m'a fait penser à ça? C'est parce que moi, quand j'ai grandi, le seul noir geek qu'il y avait, c'était Steve Urkel. Et on nous comparait toujours, dès que tu étais un noir un peu, avec des lunettes, un peu, qui aimait un peu l'école, qui était un peu intelligent, t'appelais Steve Urkel, drôle. Non, c'était débile, d'accord. C'était juste débile, Steve Urkel était un débile.
Mais grâce à des gens comme Obama, grâce à des gens comme Kanye West, grâce à des gens comme Pharrell Williams, grâce à des gens comme toutes sortes de noirs là, un peu dépressifs et un peu bizarres. Pourquoi je dis des pasteurs? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dépressifs et bizarres, mais voilà. Euh, L'idée que on peut être un noir et qu'on ne doit pas spécialement être un danseur, qu'on ne doit pas spécialement être un basketteur, qu'on ne doit pas spécialement être musclé, brutal, qu'on ne doit pas spécialement aimer des trucs associés de manière générale au noir, et qu'on peut aimer par exemple la technologie, qu'on peut aimer les mangas, les comic books, qu'on peut aimer la radio, je dis des trucs, voilà. Et qu'on peut être un noir, mais différent du moule qu'on a mis en tête dans les années 90, cette idée, ben, c'est apparu aussi très fort dans les années 2010. Et pour ça, cette décennie, en tout cas, merci beaucoup. Les gens comme moi, vraiment, avant ça, on a souffert. Hein. Heureusement, j'étais quand même un peu beau. Mais on a souffert, en tout cas. On était vraiment comme... on a été un groupe discriminé parmi les discriminés. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ça fait. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quelqu'un comme moi, je ne regarde pas de sport. Par exemple, pour moi, le basket, le foot, je ne comprends même pas. Oh, des hommes adultes courent après une balle, ils gagnent des millions, et moi, je m'assois, je les regarde. Voilà. J'ai du mal à comprendre. Je comprends, c'est entertaining, mais eux gagnent, et moi, je regarde, et ils gagnent encore plus. Non, non. Et donc, à cause de ça, on m'a beaucoup discriminé. Ah, vite fait. Et aussi parce que je suis généralement bizarre. J'ai jamais été cool. C'est la vie. Ainsi va la vie. Alors que je suis en train de parler, je réalise que je pense vraiment pas que cet épisode, je pourrais parler des... faire de la deuxième partie, les projections pour la nouvelle décennie. Non, non, non. J'ai trop de choses à dire sur la décennie qui vient de se terminer. Ok. Rap, premier style de musique. Donc ça a amené la culture noire en avant. Mais il y a aussi ce côté d'appropriation culturelle. D'ailleurs, le phénomène même d'appropriation culturelle, le terme est arrivé cette décennie aussi. Hein. Le fait de prendre une culture, de prendre les traits d'une culture et les prendre pour sa culture, pour soi-même. Par exemple, allez, on va dire, l'exemple typique, c'est les Blancs qui prennent des trucs des Noirs et qui le font. Là, en l'occurrence, ben, il y a une montée des rappeurs blancs et des rappeurs d'autres races, etc. Donc c'est un truc qui s'est passé cette décennie. C'est ça aussi qui a poussé le mouvement. Et c'est pas seulement les rappeurs blancs, c'est des blancs qui ne sont pas spécialement rappeurs et qui commencent à faire du rap. Oui. Et le problème avec le rap, et en particulier avec le rap actuel, hein, qui est caractérisé notamment par la trap, qui est ce style... comment définir la trap? Beaucoup de basses sub, des 808, le flow en triplet, en triolet plutôt. Je sais pas. Mais c'est cette culture, c'est ce style qui est populaire maintenant chez les jeunes avec ces petits rappeurs qui sont tatoués de partout, qui sont très féminisés, qui rappent tous de la même manière. Enfin, allez, pour un vieux comme moi, on va dire qu'ils rappent tous de la même manière. Qui parlent beaucoup de drogue, et beaucoup d'argent, et qui sont très, 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 très vulgaires, qui n'hésitent pas à parler de viol, et de choses comme ça, à l'aise, à l'aise. Et c'est une musique qui a vraiment un esprit très mauvais, vraiment, vraiment très mauvais. Ce que j'avais compris un jour par rapport à la musique, j'en parlerai un jour, hein, c'est que c'est comme si sur chaque genre de musique, il y a des esprits que le diable a envoyés. Encore une fois, ça devient dark très vite, ce podcast. Pasteur, c'est quoi? Je sais pas. Et sur la trappe, il y a vraiment un esprit de consommation et d'abus de drogue très, très fort. Un esprit d'une violence aveugle comme ça et un esprit de fainéantise. Enfin, c'est très bizarre. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes rappeurs, de très jeunes rappeurs sont décédés juste cette année. Et je pense qu'il y en a au moins 5 célèbres qui sont partis. C'est triste, hein, mais voilà. Et c'est aussi la technologie et Internet qui ont permis au rap de devenir la première culture, le premier style de musique. Alors que je suis en train de parler, une autre chose que je réalise, c'est à quel point je suis fatigué. Waouh, attendre un bébé, c'est tellement stressant. Et puis quand on a un autre enfant, le grand est en train de devenir fou, en fait. Parce qu'il ressent quelque chose qui cloche, il sait qu'il va se passer quelque chose. Alors lui est en train de s'agiter très fort. Et je suis fatigué, j'ai sommeil. J'ai du mal à parler, mais bon, on va y arriver. Je crois que vous allez commencer à entendre des bruits aussi, des bruits de fond. Un truc dans l'immeuble où j'habite, c'est que tous les jours, il y a quelque chose. Soit un déménagement. Maintenant, ils ont commencé à scier les arbres. Ils scient les arbres depuis 3 jours. D'ailleurs, il y a une voisine qui a mis un papier dans la boîte aux lettres. Oui,
qui est maintenant un papier pour se plaindre de la sciure des arbres, dans un langage que je n'ai pas compris du tout. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux dans un des appartements à côté. Donc voilà, il y aura du bruit de fond. C'est toujours comme ça, toujours. Toujours comme ça ici. Je sais pas pourquoi. Oui, Internet a permis au rap de prendre la première place. Parce que Internet est libre, en fait. Et qu'une des réalités de l'industrie de la musique, c'est que pendant longtemps, des vieux blancs, des jeunes blancs, mais surtout des vieux blancs qui étaient au contrôle au contrôle de la machine, ont empêché les noirs de faire certaines choses. Bêtement, la dernière chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un petit rappeur là, qui s'appelle Lil Nas X. J'ai fait mes recherches, hein, je m'y connais un peu. Qui a eu un tube qui s'appelait Old Town Road. C'est un rappeur, si j'ai bien compris, lui, c'est un rappeur de TikTok. Si j'ai bien compris, il vient de TikTok. Okay. Il a 17 ans. Et en gros, il a fait une chanson country et trap mélangée. Okay. Et cette chanson a atteint le top 100 country. Alors, les gens qui maîtrisent le Billboard Top 100 de country, ils ont supprimé cette chanson du top country. Ce qui fait que le père de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, en voyant cette injustice, il a fait une collaboration avec ce petit rappeur sur cette chanson, de sorte que le bruit, de sorte que la chanson a pu remonter sur le top country. Donc vous voyez, c'est parce que les gens qui contrôlaient cette industrie étaient très racistes en fait. Et donc maintenant que Internet est là pour donner des views, pour donner des likes et des trucs comme ça, et des partages, des téléchargements non contrôlés par qui que ce soit, ça a montré que en fait la culture noire est vraiment en avant. Et ça, c'est quand même chouette. Mais bon, on parlera du rap un jour. On parlera de la trap un jour parce que... Ok. Les smartphones. Je pense que l'iPhone est arrivé en 2007 et 2010 a vraiment été la décennie des smartphones. Je me souviens, dans j'allais dire ma jeune adultesse, quand j'étais dans la vingtaine, allez, on était beaucoup sur les ordinateurs. On était sur l'époque MSN, Hi-Fi. Vous vous souvenez de Hi-Fi? Hi-Fi, c'était trop bien. On était derrière l'ordinateur en train de surfer. Hein? C'est fini. Maintenant, tu n'es plus à la maison sur ton ordinateur. Maintenant, tu es à la maison. Tu es partout sur ton téléphone. Les smartphones ont pris le contrôle de la société comme un truc de dingue. Ils ont pris le contrôle de nos vies. Ils sont partout. Ils savent tout faire. Ils savent vraiment, vraiment juste tout faire avec des technologies de dingue. Et c'est absolument merveilleux. On est vraiment dans le futur. Ça, c'est de la technologie qu'on voyait dans Star Trek à l'époque. Ils avaient leur espèce de petite tablette là. Et ils savaient juste tout faire avec. Ils savaient tout analyser, tout voir, tout compter, tout contacter tout le monde. Et maintenant, on a ça. Et ça craint. Parce qu'on est tous complètement accros. Je vais parler d'une certaine personne que je connais qui est une personne âgée qui passe son temps au téléphone mais qui nous critique toujours. Oui, vous êtes trop sur votre téléphone. Parce que autant les personnes âgées, autant ma génération, autant les jeunes adultes de la vingtaine, autant les ados, autant les enfants. Allez, j'ai mon fils qui a 2 ans et on est en train de se battre pour qu'ils ne prennent pas cette habitude d'être derrière les écrans, d'être sur les téléphones. Mais les petits-enfants de cet âge-là, ils ont envie d'être accros. Et ça fait peur de voir comment, quand un petit tombe sur un téléphone, directement, il devient un zombie. Il arrête de bouger, il arrête de parler. Et c'est super dangereux. C'est vraiment, vraiment dangereux. La génération de mon fils, je ne sais pas ce qu'ils vont être, en fait, comme adultes. J'ai l'impression que ce seront des gens... Allez, je vais dire des autistes. Je ne suis pas en train d'insulter les autistes, c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'ils auront des symptômes qu'on pourrait qualifier d'autistiques. Et ça fait peur, ça fait vraiment très peur. Et donc, oui, les smartphones sont entrés dans notre vie et ça a changé toute la relation qu'on a les uns avec les autres. Maintenant, on peut être tous dans une pièce et personne ne se parle. Ou bien, on est tous dans une pièce, on est sur notre groupe chat, en train de se parler sur le chat, en train de se partager des vidéos, en train de faire des trucs comme ça. Donc, c'est assez spécial, c'est assez dingue et ça a complètement changé notre rapport les uns envers les autres. Je ne sais pas vers quoi on va, mais ce qui est certain, c'est que nous, les anciens qui avons connu le monde... Oh, je suis un ancien maintenant. Pasteur, tu es un ancien. Tito, tu es un ancien. Je suis un ancien. Nous, les anciens qui avons connu le monde sans les smartphones, allez, qui nous souvenons étant adultes d'un monde sans smartphone, quand parfois on arrive à sortir un peu de la bulle, quand parfois on arrive à sortir un peu de notre corps et réaliser que, wow, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce qui est en train de se passer là, ça fait très peur en fait. Tout le monde dans une pièce, personne en train de se regarder, personne en train de se toucher, personne en train de se parler, personne en train de rigoler, tout le monde sur son smartphone. Dans le métro, tout le monde sur son smartphone. C'est vraiment... c'est un appareil qui a littéralement pris le contrôle de nos vies. Encore une fois, Edward Snowden nous a parlé de la technologie. Hein. Encore aujourd'hui, j'ai pas lu un article
article. J'ai vu un article qui disait que la plupart des sites web ont un contrôle sur notre caméra et le micro de notre smartphone. Littéralement. Parce qu'on leur donne l'accès. Quand on signe les contrats avec Facebook, on dit oui, avez-vous lu les licences, machin, agréments? On dit oui, j'accepte. Bah oui, on leur dit, vous pouvez accéder à nos photos, vous pouvez accéder à notre caméra, vous pouvez accéder à mon micro. Donc ces gens peuvent, s'ils le veulent, décider de commencer à nous enregistrer. Les gouvernements nous enregistrent, on le sait. Nos informations sont quelque part. Et un exemple qui est arrivé à ma famille, ma sœur et son mari et leurs enfants sont allés à Cap Canaveral. Et ils expliquent que quand ils sont entrés dans le centre de la NASA, tous les smartphones se sont réveillés comme ça. Et mon neveu qui dit, même mon smartphone à moi qui avait plus de batterie, il s'est juste allumé. Et tous les smartphones dans cet endroit sont allumés. Et ce genre d'endroit, ça te montre qu'il y a un contrôle de dingue sur nos appareils. C'est une technologie qui est venue vraiment avec un coût gigantesque. En termes de relations, en termes de santé, en termes de concentration, ça fait peur. Et le futur par rapport à ça fait très peur. Et ce qui nous rappelle aussi que, là je passe à autre chose, c'est que cette décennie, ça a été aussi une décennie des addictions. Une grosse décennie d'addiction. Les opioïdes, hein, tous ces antidouleurs qui sont basés sur l'opium, ou bien synthétisés comme de l'opium, les gens sont accros à ça. Totalement accros à ça. Les somnifères, les gens sont accros aux somnifères. Les drogues, tout ce qui est cannabis et dérivés, les gens sont accros à ça. Et ça a été aussi la décennie de la légalisation du cannabis. Toute une discussion à avoir là-dessus. En tant que criminologue... Ouf Je devrais appeler ma chaîne seulement en tant que criminologue. Pasteur, hashtag en tant que criminologue. Ouais, j'ai des idées assez libres là-dessus, mais voilà. Toutes sortes de nouvelles drogues synthétiques qui ont pris le marché, les cigarettes électroniques qui sont entrées dans le marché. Cette décennie, ça a été une décennie... Oh, c'était une décennie de l'addiction. Il y a aussi tous les antidépresseurs. Ouais, Xanax. Avec cette histoire du rap et de la trap, de cette culture hip-hop actuelle, là, cette culture rap maintenant, beaucoup sont accros au syrup, au juice. C'est un mélange entre de la codéine, du sirop à la codéine et de l'alcool, par exemple. Et beaucoup en meurent, en fait. Il y a le retour de la cocaïne, cette décennie aussi. Il y a aussi, comment ça s'appelle? La drogue qu'on donne aux enfants qui sont hyperactifs. Ça s'appelle l'adérall. Adderall. Et c'est une drogue qui permet de se concentrer. Et j'ai déjà entendu dans des podcasts ou quoi, des comédiens ou des écrivains qui disent, voilà, moi je prends de l'adderall et du cannabis. L'adderall me donne la concentration, le cannabis me donne la créativité, et c'est comme ça que j'écris. On est dans une société qui est complètement accro. L'addiction à la pornographie, laissez tomber. Laissez tomber. On n'en parle pas. Hein. C'est un gros problème. C'est un tellement gros problème qu'il y a des gens qui n'ont pas Jésus. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont juste des gens dans le monde, des non-croyants, et des jeunes hommes. Il y a une communauté entière de jeunes hommes sur Internet qui ont décidé d'arrêter la pornographie. Pas parce qu'ils veulent plaire à leur sauveur, non. Parce qu'ils ont remarqué que leur appareillage reproductif ne fonctionnait plus. À cause de ça. Parce que tu en utilises, et puis pour que ton appareillage puisse fonctionner, tu as besoin d'encore plus d'excitation. Et donc, ils vont regarder des trucs encore pires, de pire en pire, et puis à un moment, leur appareil arrête de fonctionner. Tellement ils ont été accros à ça. Et on n'en parle pas. On n'enseigne pas ça à l'école. On n'en parle pas au journal. On n'en parle pas dans les émissions. Vite fait, très vite fait. Mais on ne parle pas de ça comme si c'est un problème qui touche une grosse partie de la population. Je dirais presque une majorité de la population masculine et maintenant de plus en plus de gens dans la population féminine. On est une société totalement accro au smartphone, au réseau, à Internet, à ceci, à cela. Et ça, cette décennie a vraiment fait exploser ce phénomène des addictions. La décennie des 2010 a été aussi, et je pense peut-être surtout, la décennie des réseaux sociaux. Waouh! Les réseaux sociaux. 2007, Facebook est arrivé et a tout changé. Et puis ça a été Instagram, et puis maintenant il y a TikTok, il y a eu Snapchat, il y a WhatsApp qui reste un réseau social, mais pour si on est vieux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a donné à tout le monde une voix. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, ton opinion, c'était pour toi et tes 2-3 amis.
Maintenant, un réseau comme Twitter, par exemple, tu écris un truc, si assez de gens autour de toi l'aiment, il y a un effet boule de neige et ça peut être ça peut être répété, lu par tout le monde, par littéralement des millions de gens. Alors que tu es juste un individu. C'est même pas que tu as beaucoup de followers à la base, c'est juste que tu as donné une idée qui a été bien articulée et qui a plu à beaucoup de gens. Les réseaux sociaux ont donné à tout le monde une voix, notamment à ceux qui ne devraient pas en avoir. J'ai remarqué, il y a longtemps, j'ai remarqué sur Facebook un problème. Je suis un vieux, donc je parle beaucoup de Facebook, laissez-moi tranquille. C'est que un idiot va publier quelque chose de bête, et vous, les gens normaux, nous, les gens normaux, on va juste passer notre chemin, ou bien on va bloquer, ou bien on va supprimer, ou bien on va cacher, on va juste passer notre chemin. Mais une mare d'idiots, d'abrutis, vont se rassembler autour de cet idiot principal et de son idée stupide, la liker, commenter, créer un phénomène. Un réseau social tel que Reddit, c'est vraiment ça, c'est des sous-cultures, des bulles autour de certains phénomènes, et parfois c'est juste des trucs vraiment d'idiots. Et ça a créé toutes sortes de bulles. Il y a cet effet de bulle dont j'ai parlé. Ah oui, allez regarder, si vous n'avez pas encore écouté mon podcast sur pourquoi les chrétiens ont voté pour Trump, allez écouter celui-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis ici, ben, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ouais, ça a créé cet effet de bulle où tout le monde a son mot à dire. Ça a aussi donné cette idée que ben, chacun peut être une vedette. Et encore une fois, les réseaux sociaux, ça a créé une addiction, une très forte addiction, chez les jeunes notamment, qui n'ont pas encore, les adolescents, les enfants qui n'ont pas encore un cerveau assez adulte, assez mature, pour pouvoir gérer certaines choses, gérer une certaine célébrité. Gérer ce système de like, de pas like, de partage, etc. Ça, c'est des trucs, c'est comme les expériences qu'on fait aux rats dans les laboratoires. Hein. Allez, tu agis bien, on te donne à manger. Mais qu'est-ce que le rat va faire? Ben, il va faire tout ce qui... Il va adopter les comportements qui vont faire en sorte qu'il reçoive cette nourriture. On parle de super stimulus. Cette décennie a encore été cette décennie des super stimulus. Des stimulus qui sont trop élevés par rapport à ce que notre cerveau peut supporter. De la nourriture extrêmement sucrée. De la nourriture extrêmement riche. Les boissons gazeuses juste beaucoup trop sucrées. Et notre cerveau humain ne peut pas gérer ça. Le système des likes. Tu mets une photo et il y a plein de gens qui likent. C'est trop pour notre cerveau humain. Allez, la manière dont il est conçu fait que s'il y a un comportement qui va te donner une récompense, mais tu vas faire ce comportement. Même si ce comportement est négatif, hein, même s'il a des effets négatifs sur ta santé ou sur d'autres aspects, mais parce qu'il y a une récompense. Voilà. Les super stimulus qui nous rendent accros. Les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé, on en parlera encore parce que c'est super intéressant. Les réseaux sociaux, ça a aussi permis de mettre en exergue, mettre en avant le conflit des générations. On constate très fort maintenant qu'il y a un conflit des générations. J'en parlerai un peu plus tard, mais il y a vraiment les gens comme moi qui ont connu le monde sans les réseaux sociaux et puis qui les ont vus arriver et on a grandi avec et on a évolué avec. Il y a une génération qui sont nés dedans. Ils ont toujours connu les réseaux sociaux. Et pour eux, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est normal. Et il y a aussi la génération des tout vieux, là, les boomers, notamment. Ah, les bons vieux boomers. Qui nous envoient leurs messages bizarres là, sur les groupes de la famille. Qui nous envoient leurs vidéos. Je vous souhaite bonjour. Bonjour tout le monde. Qui nous envoient des trucs. Ils ne comprennent pas. Je crois eux, ils sont juste dépassés. On avait réussi à convaincre mon père de quitter Facebook parce que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il n'avait rien à faire là-bas. C'était pas... Oui, il s'abusait. C'était distrayant pour lui, mais non. Ce n'est pas bien. Il n'avait rien à faire là, sur cette plateforme. Non. Ah, les réseaux sociaux. La décennie précédente, c'était aussi la montée des influenceurs. Les influenceurs. Ça a commencé avec la télé-réalité, hein, début des années 2000. Et puis ça a été les réseaux sociaux.
beaucoup de gens, notamment certains qui ont comme seul don d'être beaux, bien comme seul talent, ils ont leur esthétique, comme seul trait de personnalité, c'est leur beauté. Et d'autres qui ont toutes sortes de talents. Hein. Par exemple, les Kardashians sont des génies du marketing. Les Kardashians, outre le fait qu'elles soient probablement des sorcières, parce que je crois qu'au Moyen-Âge, on aurait dit que c'était des sorcières. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Bon, elles vont à l'église. La maman même possède une église. Elle a commencé une église. Soit. Oui, non, elles ont un don. Oui, ça aussi, la pornographie, c'est aussi un don. Elles font de la pornographie. Leur business, c'est la pornographie. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Voilà. Toutes ces filles-là qui posent un peu nues, vous faites de la pornographie. C'est pas de la pornographie totale, hein, c'est pas hardcore. Quand moi, j'étais enfant, on appelait ça des photos de charme, des vidéos du charme. Beaucoup de les Instagrammeuses, là, elles font de la pornographie, sont des actrices porno. D'accord, elles ne vont pas montrer tout leur corps, mais elles montrent leur corps, et elles teasent. Hein, c'est de la pornographie. Et nous, on est là, en train de regarder des actrices porno, qui sont aussi pour certaines aussi des prostituées, parce qu'elles vont dans des endroits pour faire des histoires pour de l'argent. C'est, voilà, les influenceurs. Mais aussi, il y a aussi un côté très positif des influenceurs, c'est ce côté où des personnes qui sont pas dans le moule de ce que la société nous impose, des personnes qui sont pas passées par la grande machine des médias, qui n'ont pas été approuvées par les grands décideurs de ce monde, bah, des personnes comme ça, maintenant, ont une voix, ont une plateforme et sont connues. Pour nous, par exemple, qui sommes chrétiens, bah, ça fait qu'il y a des chrétiens comme ça qui ont... qui ont trouvé leur voie, qui ont pu tracer leur chemin. Et maintenant, nous, on a accès directement à ces personnes sans devoir attendre que, oui, mais est-ce que RTL va passer des programmes chrétiens, de la musique chrétienne? Non, maintenant, on peut aller directement chez ces personnes. Vous voyez, c'est super. Juste parce que tu produis quelque chose de correct, un contenu qui plaît aux gens, un contenu qui parle aux gens, bah, les gens vont directement aller vers toi sans devoir passer par qui que ce soit. Et ça, c'est super. Ça, c'est absolument super. La montée des influenceurs. Il y a aussi les SoundCloud rappers, tous les musiciens de SoundCloud. J'ai parlé de la musique, ben voilà. Tous ces gens qui mettent leur musique online, et on les a connus directement online sur leur SoundCloud, sur leur site ou un truc comme ça, et allez, sur leur site, sur leur SoundCloud, ou bien sur leur YouTube ou quoi, et qui à partir de là ont créé une fanbase, une audience, et grâce à tous les outils d'analytics, maintenant tu sais repérer exactement où se trouve ton public, ce que ton public aime, à quoi ressemble ton public, et faire du contenu spécialement pour eux, et aller directement vers eux, leur livrer le contenu. C'est fantastique. C'est absolument fantastique. Il y a aussi, parmi les célébrités les influenceurs et les célébrités du net, il y a aussi certaines stars de la télé-réalité. Le truc, c'est qu'avant, dans la première décennie des années 2000, les stars de la télé-réalité, bah, elles disparaissaient un moment dans l'obscurité. Maintenant, certaines arrivent à faire du crossover, c'est-à-dire à passer dans un autre domaine. Commencer dans la télé-réalité et devenir rappeur. C'est le cas de Cardi B. Hein? Commencer dans la télé-réalité et devenir président de la plus grande nation au monde. Ça, c'est le cas du président Trump. Hein? Star de la télé-réalité devenu président. Ouais, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est ça la décennie, la décennie, le français, la décennie qu'on vient de terminer. Les stars de la télé-réalité qui deviennent présidents. Le côté positif de ça, c'est cette idée que maintenant, n'importe qui peut devenir ce qu'il veut s'il met le travail, s'il fait ce qu'il faut, s'il a le talent, tu peux arriver et devenir ce que tu veux. Alors qu'avant, il fallait que telle personne dans son bureau te dise oui ou non. Maintenant, non. Peu importe le domaine où tu veux réussir, que ce soit la politique, que ce soit la musique, que ce soit le business, que ce soit les médias, si tu as le talent et que tu mets le travail et que tu t'impliques correctement sur les bonnes plateformes, tu peux construire ton réseau et tu peux avoir ton public et tu peux vivre de ce dans lequel tu es bon. Et ça, merci Internet, merci les réseaux. Merci sorciers d'Internet, les Zuckerberg, tout ça, tous ces gens-là. D'ailleurs, vous voyez tous vos sorciers là, les Bill Gates, tous ces gens-là. Ils nous donnent leur machine de mort là, mais c'est connu que dans tous ces gens-là, dans leur maison, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de
Pas de smartphone. D'ailleurs, les tablettes, c'est tellement passé, oh mon Dieu. Ils ne donnent pas cette drogue à leur enfant parce qu'un dealer ne va pas donner sa drogue à son enfant. C'est seulement nous, on donne à nos enfants. On dit, tiens, regarde, hein, c'est bien pour toi, regarde bien. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ah, les influenceurs. Les post-bad. Les post-bad. Donc, ce sont ces filles-là, hein, les filles d'Instagrammeuses, les filles d'Instagram, les Instagrammeuses. Je suis un papa, d'accord? Il y a des trucs que je ne comprends pas tout. Ce sont ces filles super maquillées, qui ont toujours des belles photos. Tout le monde, elles les aime à cause de leur apparence et de leur... Je ne sais pas pourquoi on les aime. Ok, d'accord. C'est des personnes... Ok. Quand j'ai grandi, un être humain, c'était composé de 50% de l'ADN de son papa, 50% de l'ADN de sa maman. Papa et maman s'aiment beaucoup. Et puis, ploup, un enfant arrive 100%. Non, maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, un être humain, les post-bad, hein, tous ces gens-là. Maintenant, un être humain, c'est 25% de l'ADN de papa, 25% de l'ADN des mamans, 25% de plastique et 25% de numérique. Donc, ce sont des gens qui sont 50% humains, 25% plastique et 25% numérique. Et tu vois là, ce que tu vois là, c'est ça. C'est pas des vrais gens. Maintenant, la question que je me pose, c'est que ferais-je, premièrement, si mon fils me ramène une fille en plastique et moitié ordinateur? Oh, papa, je l'aime. Deuxièmement, que ferais-je si ma fille, mon trésor, mon bébé, ma princesse, ou une de mes nièces devenait une de ces créatures? Est-ce que le pasteur Tito va aller en prison? Bonne question. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je suis tellement vieux que je ne sais pas toujours quoi en penser. Un truc que je trouve étrange, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est parce que ça me choque tellement. Donc, je vois ça beaucoup sur Twitter. Les gens vont partager une photo d'une fille qui est, encore une fois, 25% papa, 25% maman, 25% plastique, donc tout leur maquillage, leurs histoires qui collent. Vraiment, tu vois vraiment l'apparence, la fille, le visage brille. Le visage est brillant. Et puis 25% de numérique. Donc les effets, machin, là. Ils ont déjà affiné le visage, ils ont mis les pinceaux Photoshop. Et puis, donc les gens partagent ça sur les réseaux. Et puis, il y a des filles, et surtout des filles, hein, qui répondent « Oh, elle est trop belle. » Et moi, je me dis « Mais oh, vous êtes normal ou quoi? Vous savez bien que ça, c'est pas la personne. Vous n'êtes pas... Vous avez étudié quand même un peu. » Et puis, le pire, une fois, c'est que j'ai vu une meuf qui avait mis une photo comme ça. Et puis, dans les commentaires, il y avait des filles qui disaient « Oh, oh, partage-nous ta skincare routine. Comment tu prends soin de ta peau? » And I was like, what? Vous réalisez que c'est pas sa peau. C'est du maquillage et des ordinateurs. Non, je sais pas. J'ai besoin que, s'il vous plaît, les jeunes filles, dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment on est censé comprendre ça? Et un truc qui est marrant, c'est avec les post-bad, avec les filles actuelles, là, les filles en plastique, là. C'est que elles se maquillent comme des hommes qui veulent ressembler à des femmes. Elles se maquillent comme des hommes qui veulent ressembler à des femmes. Elles utilisent les mêmes techniques de maquillage que les drag queens, les travestis utilisaient il y a 10, 15, 20 ans. Et quand tu regardes le résultat final, parfois tu te dis, non, ça, je suis pas sûr que ce soit une fille, ça, c'est très possiblement un homme qui a essayé de se déguiser. Et beaucoup de jeunes filles maintenant ressemblent à des hommes, en fait. Et c'est marrant. La preuve même, c'est qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs de maquillage, de make-up, parce qu'il faut être cool. C'est des hommes. Et ils se maquillent, font des maquillages de femmes, mais les filles aussi les suivent. Pourquoi? Parce que c'est des techniques inventées par les hommes pour ressembler aux femmes. Et elles, maintenant, elles font ça. Maintenant, toi, tu es femme. Tu fais une technique des hommes pour ressembler aux femmes. Tu ressembles à quoi, au final? Nous passons à autre chose parce que ça devient dégueulasse. Et une des choses aussi par rapport aux célébrités, aux influenceurs, tout ce qui se passe maintenant, c'est que on voit que les gens cherchent des gens de plus en plus... Allez, il y a ce côté fake, ce côté faux, mais on voit que les gens cherchent des gens très vrais. On voit que le public cherche des gens authentiques, des gens qui sont moins lisses, des gens qui disent ce qu'ils pensent, qui sont comme ils sont. Et c'est là, encore une fois, la montée des Trump, une Cardi B, une Tiffany Haddish. C'est des gens qui sont comme ils sont, ils disent ce qu'ils pensent, ils sont comme ils veulent, ils cachent rien, ils montrent tout derrière les coulisses. Voilà. Et on voit que vraiment, les humains, au final, ont quand même besoin de gens réels, ils ont besoin de réalité, de ce contact humain, ils ont besoin ils ont besoin du sale, hein, on veut du sale. Malheureusement, j'ai quand même... Enfin, j'ai pas... Est-ce que j'ai l'impression? J'ai pas l'impression, je sais.
Même ces gens-là, qui sont real, qui sont vrais, tout ce que vous voulez, c'est aussi un rôle, c'est un cirque. On vit dans un grand cirque maintenant. Si tu veux le vrai, regarde ce qui se passe chez toi à la maison. Ce qui se passe en dehors, même dans la maison de ton voisin, tu sais pas. Derrière le téléphone, derrière les écrans, derrière les caméras, tu sais pas. Et ne regarde pas quelqu'un qui gagne 1 million de dollars par mois, surtout s'il gagne cet argent à cause de sa personnalité. Un Trump, un Cardi B, un Tiffany Haddish, encore une fois, c'est des gens qui gagnent de l'argent à cause de leur personnalité. Ne regarde pas ces gens-là en te disant ah ouais, ce qu'ils montrent c'est vrai. Ben non, parce que leur personnalité, ce personnage qu'ils jouent, en fait, c'est ça qui leur apporte de l'argent. Donc s'ils sont pas comme ça, ils gagnent pas d'argent. Le jour où Cardi B décide, allez, je suis sûr qu'il y a des jours où elle a envie d'être juste normale. Elle n'a pas envie de crier, elle n'a pas envie de faire des bruits bizarres, elle n'a pas envie de mettre des maquillages dedans, elle veut juste être normale, la fille de sa maman. C'est ça aussi, maintenant, beaucoup de gens n'ont pas des mamans. Où sont les mamans? Les mamans, vous êtes où? Maintenant, j'ai peur des mamans et les mamans du prochain siècle. Seigneur, pardon. Soit. Ouais, ces gens, ils n'ont pas de maman. Et ils sont obligés de jouer un rôle, en fait. Donc, le côté réel, le côté réalité, etc. Mais je vous avoue, hein, moi-même, je suis un YouTuber, je suis un podcasteur, etc. J'allais dire, voilà. Il y a des jours, j'ai pas envie d'être drôle. Hein. Pour faire ce podcast, par exemple, ça me demande 1 semaine de soquer. Je dois prendre la positivité, la réflexion. Et quand j'arrive, je vous donne du bon. Mais parfois, j'ai pas envie. Hein. C'est pour ça que parfois, le jour de sortie est un peu vague. Parce que des jours, j'ai pas envie d'être drôle. Des jours, j'ai pas envie de réfléchir. Des jours, j'ai envie d'être vilain. C'est pour ça aussi que je fais pas encore de vidéos depuis que j'ai repris les activités. Parce que je suis pas encore prêt d'être mignon. Être mignon tout plein là sur chaque vidéo. Bonjour mes abonnés, hein. La vidéo du jour. J'ai plus envie. Et je cherche un format qui va me permettre d'être plus moi. Et le podcast me permet d'être vraiment moi. La personne que vous entendez dans le podcast, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que c'est 95% c'est moi. 95% c'est moi. La personne que j'étais dans mes vidéos YouTube de Lis ta Bible, c'était à 70% moi. Et les 30% là, à un moment, c'était devenu intolérable. J'avais envie d'être moi. Et moi, parfois, je suis bizarre. J'ai envie d'être moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais seulement être moi-même. Je ne vais pas être là quelqu'un de l'autre. Et je pense qu'on devrait tous vouloir être toi-même. On veut tous être toi-même. Je crois qu'il y a vraiment cette soif d'authenticité. C'est quelque chose qui est très fort ressorti ces 2 dernières années de la décennie, c'est que les gens veulent quelque chose de vrai. On en a marre du cinéma, on en a marre des gens qui font semblant, des gens qui nous parlent d'une certaine manière, qui agissent d'une certaine manière devant la caméra, et puis, allez, dans le fond, c'est pas la même personne. Et un truc qui est vraiment bien avec les réseaux sociaux, notamment, c'est que, je le disais encore, je pense la semaine passée, c'est que ça nous permet de voir vraiment qui sont ces personnes qu'on suit, qui sont ces stars, ces vedettes, ces intellectuels, ces politiciens qu'on suit. On peut en savoir plus sur eux. Et c'est super intéressant. Par exemple, moi, si vous allez me suivre sur Twitter, Tito Moutiébélé, vous allez découvrir un peu plus sur mon monde. Parce que mon Twitter, c'est pas seulement des versets, c'est pas seulement de la réflexion. C'est, je pense aussi beaucoup de bêtises. Vraiment, je suis quelqu'un, j'aime vraiment beaucoup les trucs bêtes. Sur Twitter, il y a un certain niveau de bêtises quand même qui me dépasse. Donc, j'ai caché tous les gens qui sont trop bêtes. J'ai pris les gens qui sont un peu bêtes. Les gens qui réalisent que ce qu'ils font est bête et silly et qu'ils le font volontairement. Et ouais, et c'est un peu plus moi, mais je peux pas non plus être trop moi parce que moi. Allez, avançons. Woke culture, outrage culture, la culture de l'éveil, je sais pas comment traduire ça. La conscience, et la culture de l'outrage. Ça, c'est les 3 dernières années. Me Too, Black Lives Matter. Toutes sortes de choses. Maintenant, on doit être conscient des sensibilités de chacun. On doit faire attention à ne pas blesser les gens. On ne peut pas abuser des gens même par nos paroles, même par notre absence de parole. On ne peut pas abuser des gens même par... Je dis pas que j'ai envie qu'on abuse, hein. J'explique un peu. Hein. C'est une culture très étrange maintenant, je vous avoue. Encore une fois, je viens d'un monde ancien. Et non seulement, je vous ai dit que mes parents, c'était des villageois. Donc, et dans ma tribu, chez nous, les Balouba, les parents, on a une culture de la bouche, on a une culture très orale. Et notamment, les parents élèvent leurs enfants en leur disant des choses horribles. Okay? Chez nous, si une fille est un peu mal maquillée, la maman va lui dire, on dirait une prostituée. Hein?
Donc, voilà, c'est ça ma culture. Donc, on a une culture vraiment de la bouche, on dit ce qu'on veut, quand on veut. On a tendance même à exagérer là d'où je viens. Alors, dans ce monde, maintenant, il faut faire attention à chaque mot que tu dis. Pour des gens comme moi, c'est chaud. J'ai peur d'être vite cancelled. Mais aussi, un truc qui est triste à l'heure actuelle avec cette histoire de woke culture, avec tous ces mouvements qui s'organisent pour défendre telle cause, la cause noire, tout ça, quand tu réfléchis pas comme eux, directement, c'est du bullying. Quand tu réfléchis pas comme eux, ils sont prêts à se mettre en meute et à essayer de t'écraser, de te détruire et de te forcer à réfléchir comme eux. Ils disent qu'ils sont libres, qu'ils veulent les libertés et l'égalité. Non, ils veulent que leur opinion soit la seule qui existe et c'est tout. Et parfois, leur opinion est très bien. Je veux dire, allez, moi, je suis pour la cause de l'homme noir, vive l'homme noir. Mais c'est pas pour ça que, premièrement, quelqu'un qui est contre l'homme noir, un raciste vrai, pur et dur, c'est pas pour ça qu'un vrai raciste, on doit le tuer, on doit l'écraser, on doit l'insulter. C'est pas pour ça que quelqu'un qui n'est pas pour la cause noire, mais qui n'est pas non plus contre, quelqu'un qui veut juste vivre sa vie, c'est pour ça que quelqu'un comme ça, on doit le... Hein. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une erreur, qui fait le blackface... On va pas parler de blackface, ça me dit vraiment rien. Mais bon, voilà, quelqu'un qui fait une erreur, c'est pour ça qu'on doit aller. Non, il va perdre son boulot. Non, arrêtons de perdre les boulots des gens. C'est pas gentil. Après, maintenant, sa famille, il va faire comment? Puis parce que, oh non, il perd son boulot. Donc, ouais, tout le monde est choqué. Tu dis un truc, tout le monde est choqué. Tout le monde est blessé. Et puis, il y a aussi ce relent de culture de manifestation dans la rue. En Europe, ça va encore. En Amérique, ça atteint des niveaux ridicules. La gauche contre la droite, j'en ai parlé dans l'histoire de Trump. Allez sur YouTube. Tapez Antifa, A-N-T-I-F-A, versus Trump supporters. Voilà. Vous allez voir des bagarres de rue, vous allez vous dire, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste des supporters de la gauche, des supporters de la droite qui sont en train de se faire la guerre, littéralement dans les rues. Et c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et je n'aime pas ça. Et j'avoue que j'aime un peu offenser les gens aussi. J'aime bien un peu. Passons, avant que ça devienne du n'importe quoi. Oh, le pasteur a été cancel. Le mouvement LGBTQ+, VSTWXYZ, vert, rouge, -B, plus X. Le mouvement LGBTQ ou LGBT+, je ne sais pas, je ne suis plus parce qu'il y a de nouvelles lettres, a pris un essor inattendu. Franchement. Gay is the new black, I don't know. Gay is the new white, je sais pas. Et le truc, c'est que maintenant, les gays, ils nous font même plus rien. Maintenant, il y a des histoires, je comprends pas. Un homme qui se dit, moi, je suis femme, mais il ressemble à un homme, il dit, non, non, je suis femme. Un homme qui dit, oh non, moi, je suis rien. Encore une fois, je viens du village. Hein. On n'a pas beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pour vous dire la vérité, j'ai une théorie très arrêtée là-dessus. Un jour, je ferai un épisode sur l'homosexualité et le christianisme. J'ai une petite théorie intéressante. Mais c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'essor. Et la société a pris aussi un drôle de langage par rapport à ça. Encore une fois, je ne devrais pas être étonné, mais je suis étonné. Mais c'est un mouvement qui a pris de l'essor. Ben, la bonne chose, c'est que, ouais, on ne veut pas vivre dans une société où on tape qui que ce soit, où on violente, où on discrimine qui que ce soit à cause de ce qu'il est à l'intérieur de lui. C'est bizarre, ça. C'est pas bien, tu vois. Mais maintenant, les gens deviennent des licornes. J'ai vu des trucs sur Internet, je ne pourrais même pas vous expliquer. Un festival de gens qui se prennent pour des poneys. Et... en fait, ils se prennent pour des chevaux. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Passons. L'environnement, la défense de l'environnement. Je sais quel a été le moment clé. Ça a été la COP 21. Depuis qu'il y a eu la COP 21, l'environnement est devenu à la mode. Le truc, c'est qu'avec cette COP 21, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, j'ai jamais entendu parler de la COP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ils ont commencé directement à 21 et puis maintenant, ils sont là. Oui, la COP 23. Arrêtez de mentir. Où était le COP avant ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Greta Thunberg, jeune fille. Que Dieu la bénisse.
En fait, là, je suis fatigué, je suis en train de raconter n'importe quoi. Je suis désolé, cet épisode. En fait, je dis plein de trucs qui sont marrants, hein, mais c'est juste une rétrospective. J'ai juste envie de parler de ce qui s'est passé ces dernières années. C'était une décennie vraiment intéressante. C'était une décennie où je me suis beaucoup énervé parce que, ce monde. Oh, l'humanité. Oh, les retombées. Greta Thunberg, une petite fille de 17 ans qui a dirigé le monde. L'environnement. Je ne crois plus vraiment dans les combats contre l'environnement. Pour l'environnement. Je crois plus vraiment. Je crois que le monde est en train de se réchauffer, ça j'y crois. Je ne crois pas vraiment que ce soit causé par l'homme. Pourquoi? Parce que ces gens mentent trop. La télé, ils mentent trop. Ok, on est entre nous, hein. Je veux offenser personne. Je vais parler des blancs, d'accord? Je vais pas offenser qui que ce soit. Je sais qu'il y a des blancs qui m'écoutent, je vous aime, c'est pas ça. Je vous parle de nos blancs qui nous ont menti depuis l'époque. Parce qu'il n'y a pas un noir qui est là dans leur réunion d'Illuminati en train de décider de l'avenir du monde. C'est que des blancs. Voilà, c'est comme ça. Ils nous ont menti sur tout. Depuis qu'ils nous mentent, ils nous mentent même sur la taille, la carte du monde que vous voyez là. La carte du monde. C'est même pas la bonne taille et ils savent. L'Afrique est beaucoup plus grande, ils ont changé la taille. Ils savent, ils nous mentent. Ils nous mentent toujours sur tout. Sur tout. Je vais en parler dans l'épisode prochain sur les anticipations du futur. Mais bêtement. Vous voyez le clonage? Oh, on a cloné un mouton qui s'appelle Dolly. C'était il y a 25 ans. Et puis ils ont dit non, le clonage est interdit. Donc vous allez me dire que vous n'êtes pas en train de cloner des gens là maintenant. Vous n'êtes pas en train de faire des tests là-bas dans des laboratoires maintenant. Depuis que vous avez parlé de Dolly, vous ne parlez plus de clonage et vous voulez nous mentir maintenant à nous. Peuple de Dieu, qu'il n'y a pas de clonage. Allez là-bas. Et par rapport à l'environnement, franchement, ce qui est chaud, c'est que moi, j'ai toujours été, comme je vous dis, je suis un noir geek, j'ai toujours été pour l'environnement, l'écologie, etc. Et puis un jour, je me suis assis, je dis non, ces gens sont des menteurs. Je crois que le monde se réchauffe, oui. Est-ce que c'est causé par nous? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Je ne pense pas. Je crois qu'ils ont trouvé une très bonne opportunité quand ils ont remarqué que le monde se réchauffait. Ils ont dit, on va leur mentir. Comme ça, eux vont changer leur comportement. On pourra leur faire payer plus de trucs. On pourra bien les contrôler par rapport à leurs mouvements. Et nous, on va rester au contrôle. On nous vend des nouvelles voitures. On nous fait oh, maintenant, vous devez faire ça, environnement. Mais eux, là-bas, au top, les grosses sociétés, les gros producteurs industriels, eux, ils ne font pas grand-chose. Et c'est nous. Donc, moi, je ne peux plus avoir de paille quand je veux boire mon burger, boire mon coca au Quick McDo. Mais vous, là-bas, bonne d'Illuminati. On parle plus des Illuminati. C'est fini toute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Les Noirs parlaient tout le temps des Illuminati. Oh, les Illuminati. J'ai souffert. Moi, franchement, pendant cette décennie, j'ai souffert. Les gens, comment on a souffert? Parce que le monde est devenu bizarre. Bizarre. Mais Jésus est sur son trône. Allez, l'environnement. Mais allez, je suis pour le fait on doit prendre soin de la nature. Mais quand je vois une petite fille de 17 ans sur un bateau qui va parler à l'ONU, je me dis non, dites la vérité. Vous savez que vous faites des choses bizarres. Oh là là, des Illuminati. Ah, Seigneur. Je sais que j'ai sans doute offensé quelqu'un pendant tout ce que j'ai dit. Et franchement, je vous demande vraiment pardon. Et vous savez quoi? Si je vous ai offensé, mettez-le en commentaire. Et n'hésitez jamais à venir me parler sur Twitter, même sur YouTube, vous m'envoyez un message ou un commentaire. Vous avez mon email, vous avez tout. Si vous voulez me parler, parlez-moi. Je pense que... Allez, on a besoin de parler tous ensemble. J'aimerais avoir des discussions avec des homosexuels. J'aimerais avoir des discussions avec des trans. J'aimerais avoir des discussions sur la couleur noire, sur le racisme et la couleur de peau avec des Belges, avec des Noirs, avec toutes sortes de races. Et ça, étrangement, avec cet effet de bulle des réseaux sociaux, ça n'existe plus. On n'arrive plus à se parler les uns avec les autres. On est super connectés, mais on est seul et on est isolé et c'est n'importe quoi. Et ça suffit. J'en peux plus. Allez, je vais juste vous parler de l'Église. Au sujet de l'Église, premièrement, il y a eu le phénomène des églises multisites. Donc, une église qui a plusieurs églises, et c'est de la même église. Parfois, on va montrer le même message par écran. Parfois, il y aura un petit pasteur local, etc. Et des réseaux d'églises, plusieurs églises qui se connectent ensemble. Alors qu'avant, c'était les dénominations. Comme nous, on fait partie de la Church of God, l'église de Dieu. Un grand mouvement. Voici les règles. Voici comment vous devez croire. Voici comment vous devez agir. Envoyez-nous notre argent, votre argent, et puis on va gérer votre argent. Ensemble, nous allons... Maintenant, c'est très des réseaux. C'est, oui, nous, lui et moi, on est amis, notre église et leur église, on est des amis, on marche main dans la main, blablabla, parce que personne n'est le chef, parce qu'on est un réseau. Et les églises multisites, oui, voilà.
Ouais, je veux créer une église, mais c'est mon église, mais c'est pas mon église. Alors, je vais en créer une autre et il y a plusieurs... Ah, je suis fatigué. Elevation Church, par exemple, c'est une église multisite. Ils ont plusieurs Elevation. Il y a des pasteurs locaux, mais dans chaque Elevation, c'est la prédication du pasteur principal, Stephen Furtick, qui passe. C'est intéressant, mais c'est un phénomène déjà qui est en train de s'effondrer. Déjà, les méga-churches, de plus en plus... Déjà, la crise économique, on a cru que c'était la fin des méga-churches, mais l'église multisite est venue réparer un peu ce phénomène. Mais de plus en plus, les gens n'ont pas envie d'être dans une salle avec 2000, 3000, 10 000, 20 000 personnes. Ils veulent être avec 20 personnes qu'ils connaissent, comme à l'époque, et chanter, jouer la guitare, adorer Dieu, boire un café, discuter, avoir des relations, frères, sœurs. Je suis fatigué. Ce monde, j'espère que mon bébé n'est pas en train de naître d'ailleurs. Je suis en train de raconter des bêtises. L'enfant est dans le ventre. Viens, bébé. Je t'aime, viens, je t'attends, s'il te plaît. Ouais, par exemple, Hillsong. Ça n'a un peu rien à voir, mais voilà, le fait que Hillsong ait quitté les assemblées de Dieu pour créer leur propre mouvement, ça c'est vraiment... C'est le genre de choses qui se passent maintenant. Et ouais, il y a beaucoup d'églises aussi qui font des choses en dehors des normes. Par exemple, il y a des églises où ils vont manger. C'est juste une église où on mange. Et il y a aussi beaucoup l'église, le modèle Hillsong où on va se rencontrer dans un cinéma ou dans un théâtre. L'objectif n'est plus d'avoir un grand complexe avec des salles. Non, ça a été beaucoup de se réunir, louer un théâtre au cœur de la ville pour toucher les âmes au cœur de la ville. Et ça a été très efficace. Notamment, ça a permis à beaucoup d'Européens de venir à Dieu. Et ça, c'est super. Aller chercher les gens là où ils sont. Et ça, c'est une super direction qui est en train de prendre place dans l'Église. C'est chouette. Je pense que la mission, et dans les prochaines décennies, c'est un truc qui va commencer encore à bien reprendre. Ça a déjà repris, mais je parle de la mission locale. C'est un mouvement qui est en cours et ça fait du bien. Et ça a donné notamment naissance à une nouvelle génération de jeunes chrétiens hyper connectés et hyper zélés et hyper sauvés, qui pensent très fort par eux-mêmes et qui aiment beaucoup Jésus. C'est quasiment des hippies comme ça. Il y en a de toutes les races. Et, ils aiment vraiment le Seigneur. Et parfois, ils méritent des baffes parce qu'ils ne veulent pas écouter. Parce que avec les réseaux, tu as l'impression que quelques personnes qui te suivent, qui te like, et voilà, tu peux directement devenir je sais pas quoi. Ça crée une génération de chrétiens qui sont aussi un peu instables, qui ont parfois du mal à rester dans une église, qui ont parfois du mal à rester dans un ministère. Non, je préfère prier à la maison, je suis maintenant... des trucs comme ça. Là. Des chrétiens assez sensibles aussi. Je prie que dans la prochaine décennie qui vient de commencer, on puisse canaliser toute cette énergie et l'utiliser vraiment pour le royaume et créer des choses qui vont durer. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose d'évanescent, c'est quelque chose de permanent et d'arrivant. Je suis tellement fatigué. Je pense que je parlerai plus de l'Église encore dans le prochain épisode. J'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai ni trop énervé, ni trop ennuyé, ni trop abruti. J'espère que c'était intéressant. S'il vous plaît, dites-moi quoi. Vraiment, j'ai besoin de savoir parce que là, I feel so insecure. Je manque tellement de sommeil, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai faim, en fait, aussi. J'ai faim. Et ben voilà, rétrospective de la décennie. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi quoi encore. Parlez-moi. Parlez-moi. Je suis fatigué. Merci encore d'avoir passé cette heure avec moi, cette petite heure. C'était chouette de parler de tout ça. J'aimerais tellement savoir c'est quoi les éléments qui vous ont le plus marqué de cette décennie. Les choses positives, les choses négatives. Parlez-moi, on va en discuter dans les commentaires. Suivez-moi, likez si vous avez aimé, partagez si vous avez aimé. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui ne me soutiennent pas, merci à ceux qui m'insultent. Je pense que personne ne m'insulte. Si, sur YouTube quand même un peu. Vite fait. Non, ça va. Allez, soyez tous bénis. C'est le podcast du pasteur.